Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti, 1 heure de discussion. Je vous le disais hier, si vous étiez là hier, on va continuer, on va démarrer d'ailleurs et continuer, et puis après peut-être qu'on en aura fait le tour, mais à parler du scandale Orpea, non pas, encore une fois, ce qui se passe dans les EHPAD, mais plus, moi je suis intéressé par l'onde de choc, voilà, au sens large. Je maintiens que c'est sans précédent et que ça veut dire énormément de choses sur la façon dont les entreprises doivent maintenant se comporter. Le point aussi sur les secousses sur la tech, ça reste quand même toujours très très intéressant. Et puis les détails. C'est un peu compliqué, je le dis d'un mot, puis on en parlera ensemble. Ça devient un peu compliqué d'illustrer les débats autour de la campagne présidentielle parce qu'on est sur une série de mesures qui apparaissent assez spectaculaires et puis on fait notre boulot, on essaye d'en savoir plus. Et en fait, il est impossible à ce stade d'en savoir plus sur énormément d'éléments qui sont quand même des éléments structurants. Donc voilà, mais néanmoins, on essayera de débattre, notamment des dernières propositions de Valérie Pécresse autour des entreprises. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Nicolas Duhep. Salut Nicolas, salut président Stéphane. fondateur d'Alchimie. Émeric Préaubert. Salut Émeric. Salut Stéphane. Associé Sycomore Asset Management. Et Julie de la Sablière. Salut Julie, présidente, fondatrice de Little Wing. Donc, je le disais hier, Émeric, Sycomore Asset Management, on en a parlé beaucoup ensemble, et précurseur sur l'ESG depuis une bonne dizaine d'années. Je l'ai dit aussi, c'est avec vous, Émeric, que j'ai appris ce que c'était que l'ESG. C'est vraiment avec Sycomore que j'ai entendu prononcer ces mots-là pour la première fois, avec Sycomore et Nicole Notat. C'était à l'époque de la création de Vigéo, etc. Et donc, vous étiez, alors donc j'en parle au passé, actionnaire d'Orpea, et vous avez décidé de sortir très très vite et de liquider très très vite la position. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu votre démarche et comment ça s'est passé ? Alors, merci de rappeler cet élément, mais je ne voudrais pas qu'on ait l'impression de tout savoir avant tout le monde. Ça fait très longtemps que Orpea, nous n'étions plus actionnaires. Nous sommes actionnaires de Korian. D'accord. Orpea, c'était des positions très très limitées, résiduelles, effectivement, mais très très limitées, essentiellement pour des questions de gouvernance. Parce qu'évidemment, nous avons appris, comme tout le monde, les pratiques qui ont été révélées, évidemment condamnables, scandaleuses, et j'espère d'ailleurs que ça va permettre d'améliorer les choses à l'avenir, pas seulement chez Orpea, mais dans tout le secteur, parce que je crois que tout le secteur est touché. Mais il y avait par ailleurs déjà des sujets de gouvernance identifiés qui nous préoccupaient, d'où ces positions assez limitées. Mais je pense que plus largement, ce scandale... C'est intéressant. Non, attends, ça m'intéresse vachement quand même, parce que donc c'est détectable. Ça veut dire un sujet de gouvernance... Alors, moi, je veux rester très mesuré sur les accusations qui sont contenues dans le livre. Il y a une série d'enquêtes qui sont ouvertes. On verra bien ce qu'il en est. En revanche, le sujet de gouvernance est très intéressant parce qu'on a vu effectivement qu'il y a notamment une vente d'actions au mois de juillet qui, celle-là, est indéniable. Voilà, c'est un fait. Et comment est-ce que vous détectez ces signaux faibles autour de la gouvernance ? C'est plus une relation au quotidien avec les entreprises, des réponses qui ne sont pas forcément très transparentes, des demandes que l'on formule qui ne sont pas prises en compte, parce que nous ne sommes pas activistes au sens agressif pour faire sauter un management, puisque quand on est actionnaire chez Sycomore, c'est qu'on soutient une entreprise, mais nous sommes des actionnaires exigeants. On a des points d'amélioration. Donc c'est toute cette relation que nous nouons au fil du temps qui nous permet d'avoir une appréciation. Et en l'occurrence, on n'était pas extrêmement satisfait de ce que l'on voyait chez Orpea. Plus largement, j'ai entendu au cours des derniers jours beaucoup de critiques disant finalement l'ESG ça ne sert à rien et on ne peut pas détecter les scandales. Et ce que je réponds à ça, c'est que bien évidemment l'ESG c'est au cœur de notre ADN depuis 20 ans. Si ça permettait de résoudre tous les problèmes et de tout savoir, ce serait formidable, mais ce n'est pas le cas. Tout comme les indicateurs financiers, parfois, ne permettent pas de détecter une fraude. Et il y a énormément d'exemples. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, effectivement, je suis entièrement d'accord. Et il faut attendre également les résultats de l'enquête, et même si certaines pratiques sont avérées. Émeric, c'est pas tellement l'ESG sert à rien. Moi, j'ai dit dans cette émission, c'est l'équivalent du AAA de la crise de 2008, de 2007-2008. De WorldCom et d'Enron ? Non. Alors, ça peut être Enron, mais plus les AAA sur les fameux produits toxiques immobiliers des banques américaines. C'est-à-dire, on réalise peut-être que du côté de la notation ESG,
Il y a des éléments qui sont faits comme ça, à la va-vite. J'ai lu notamment dans les Échos un article très très intéressant qui faisait le compte des effectifs notamment, dont disposent aujourd'hui les agences qui font de la notation ESG. Tu as une vingtaine d'analystes pour 1 millier d'entreprises. Enfin, c'est ton métier, je pense que ce n'est pas possible de travailler dans ces conditions-là, surtout quand il ne s'agit pas seulement de lire un bilan financier. C'est ça qui, je trouve, le sujet très intéressant. Et puis j'espère aussi que cette affaire aura pour mérite, alors évidemment, d'améliorer les pratiques dans le secteur si ces faits sont avérés, ce qui a priori est le cas. Ce que je veux dire aussi, c'est que le secteur a été plus que chahuté en bourse, alors que les pratiques sont certainement, et ça c'est les professionnels du secteur le disent, encore pire dans les établissements détenus par des fonds de private equity, qui, eux, n'ont aucun contrôle et qui sont encore plus dans le flou. Écoute, on avait hier, à cette table, un témoignage avec, donc, j'ai oublié son nom, le numéro 4 du secteur, bordelais, donc non coté, private equity. On décrivait une situation et un comportement exemplaire. Voilà, j'en sais rien, mais... Espérons-le. Espérons-le. Et peut-être, moi, ce que m'inspire cette histoire, pour regarder devant, c'est que je remarque... C'est plus une réflexion sur l'ESG et le rôle des investisseurs responsables. Beaucoup d'indicateurs ESG aujourd'hui sont au rouge sur Orpea, et donc Orpea va être exclu de tout un tas de portefeuilles. Ce que je pense, c'est qu'il serait peut-être plus utile, et là je parle de manière assez large, pas de donner un blanc-seing en disant ça y est, la crise est passée, on achète, mais de regarder l'avenir. Est-ce qu'il y a des mesures correctrices qui sont prises? Est-ce qu'il y a une véritable évolution de gouvernance? Je pense que là, on pourrait, en tant qu'investisseur, avoir une approche un peu plus pragmatique et un peu plus constructive. Je ne suis pas en train de dire qu'on achète systématiquement les entreprises qui se comportent mal. Ce n'est pas du tout ça. Mais on achète les entreprises qui sont en train de se transformer. Je pense que ça, c'est un élément important dans l'évolution à venir de l'ESG. Très important. Qui veut réagir, Julie? C'est vrai que il y a. Après, on parlera ensemble communication de crise, mais restons d'abord sur l'ESG. Tu soulignais, enfin, c'est vrai qu'on est dans une phase où, après la phase d'explosion, comme classiquement dans les gestions de crise, la crise finalement se structure autour de différents débats. Il y a évidemment le débat autour de l'ESG, et là je te rejoins complètement, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand même il y a un certain nombre d'investisseurs aujourd'hui qui se contentent de cocher des cases et de déclaratifs en fait, d'entreprise sans avoir vraiment des éléments de benchmark. Et c'est vrai que ce secteur de la vieillesse, de la grande dépendance, etc., c'est un secteur qui a une contribution sociétale évidente. Donc, un certain nombre d'investisseurs, effectivement, qui veulent être axés sur la sustainability et tout, le regardent, comme vous regardez, comme vous êtes dans Corian. C'est vrai que ça soulève quand même beaucoup de questions sur la manière dont ces contrôles sont faits. Et là, la lettre que Mirova a adressée, qui est intéressante. Alors attends, il faut le dire. Donc Mirova, qui est, je crois que c'est filiale de Natixis, filiale de BPCE. C'est un des gros actionnaires troisième actionnaire d'Orpea, et qui effectivement, mais on va continuer la discussion là-dessus, lui dit, nous on veut rester pour justement essayer d'améliorer les choses. Peut-être aussi parce qu'ils sont quand même tankés avec une position qui s'est effondrée de 65%, donc c'est pas maintenant que tu vas sortir. Et sortir par le haut avec le statut d'entreprise à mission. Voilà, et on voit que dans cette lettre, ce qui est intéressant, c'est que quand même, ils disent qu'ils ont eu un certain nombre d'échanges avec Orpea, qui sont restés quand même pour beaucoup sans réponse, donc ça questionne quand même la qualité du dialogue qu'ils ont avec les entreprises. Et effectivement, ils ont cette piste d'entreprise à mission, qui est d'ailleurs aussi évoquée par la ministre et qui est aussi évoquée par le CINERPA, en disant finalement, dans ce secteur qui est aussi sensible et aussi important, c'est vrai que la fin de vie avec la rentabilité, c'est compliqué de voir l'apport que ces acteurs privés peuvent avoir et de se dire que est-ce qu'effectivement ils se font de l'argent en gros sur le dos des personnes âgées, qui est la question qui choque aujourd'hui autour de ce scandale-là. Statut d'entreprise à mission. Enfin, je le dirais pas comme ça, Julie. Je te laisse le dire comme ça, mais non, tu mets de l'efficacité dans un système dont tu as absolument besoin. Moi, je le dirais comme ça, mais non, mais ils ne devraient pas gagner d'argent. Non, mais ils ont évidemment une place. Après, dans le statut d'entreprise à mission, il y a évidemment un effort de prise en compte de l'extra-financier qui est plus important dans ces entreprises. C'est évidemment très souhaitable. Il y a un effort de dialogue constant avec les parties prenantes qui est évidemment très souhaitable, et avec une structuration de ces parties prenantes. Il y a eu un article intéressant dans l'Express qui parlait du cas danois, où effectivement, au Danemark,
ils gèrent plutôt bien cette question-là, mais notamment avec des associations très présentes qui mettent énormément de pression pour défendre effectivement la prise en charge du bien vieillir et pour mettre la pression sur les acteurs. Et si les parties prenantes se structurent et deviennent plus fortes et plus puissantes, ça sera aussi plus difficile pour ces groupes-là de les ignorer. Le troisième point de l'entreprise à mission, c'est là où c'est pas un blanc-seing et ça suffit pas de dire qu'on est entreprise à mission, parce qu'au cœur du projet de l'entreprise à mission, il y a quand même le juste partage de la valeur. Et on le voit bien ici, dans ce cas-là, il y a effectivement de l'efficacité économique. C'est 4%, alors je le dis à chaque fois, mais c'est 4% la marge d'Orpea. Qu'est-ce que tu me parles de partage de la valeur? Franchement, les gars se goinfrent pas, quoi, tu vois. Enfin, il y a un point qui est absolument critique dans ce secteur, qui est le recrutement. Enfin, si tu n'arrives pas à recruter des aides-soignants, tu n'arriveras pas à ouvrir les maisons dont on a besoin pour gérer effectivement le mur du vieillissement qui est devant nous. Donc à un moment, ce sujet-là devrait être aussi sur la table. Alors bon, là on rentre dans des détails que, en l'occurrence, moi je connais pour en avoir discuté avec Sophie Boissard, la patronne de Corian. Le problème du recrutement dans les maisons de retraite, c'est qu'il y a un numerus clausus. C'est-à-dire que ce sont des diplômes d'État et des diplômes d'État à numerus clausus. Donc là encore, le secteur privé est absolument pas responsable de la situation de sous-effectif. Et je peux dire que Sophie Boissard, elle ne demande que à recruter davantage et à ouvrir ce numerus clausus autour de l'ensemble des professions de santé. Hein. Et ça, c'est effectivement, c'est forcément le débat qui devrait être posé sur comment on paye mieux et on ouvre les capacités de recrutement sur ces profils-là. Sinon, attention toutefois, le sujet d'entreprise à mission que tu connais très bien, le comité de mission, donc tu es sous le contrôle d'un comité de mission que tu as quand même constitué toi-même. Hein. C'est-à-dire qu'il est à ta main, le comité de mission. C'est là où il faut donner des gages de crédibilité de ce comité. Ça, c'est essentiel. Ouais. Nicolas ? Moi, je voudrais revenir sur ce débat ou ce procès d'intention sur le privé dans cet univers, à savoir qu'on ne pourrait pas finalement avoir une activité de service pour s'occuper de nos aînés et que ce serait le secteur public qui devrait être en charge de tout ça. Au passage, on a quand même 75% des établissements qui sont des établissements publics. Donc on focalise sur les établissements privés et les dérives qu'il y a eu là-dedans. Mais ça serait aussi intéressant de savoir s'il n'y en a pas dans les 75%. Elles sont plus importantes. Parce qu'il y a eu un rapport donc moi, mon point n'est pas du tout... Quoi, plus importante de quoi? Plus important tout ça? Il y a eu un rapport du Défenseur des droits qui disait que dans les plaintes remontées dans ces établissements, il y en a 45% qui concernent le secteur public, 30% l'associatif et 25% le secteur privé. Donc je ne dis pas du tout qu'on n'a pas besoin du secteur privé, on en a besoin absolument. Et donc en fait, c'est de revenir sur le schéma classique, où à savoir que on délègue, l'État va déléguer à des établissements privés, donc il y a un cahier des charges, il est extrêmement précis, il y a des prestations comme des concessions d'autoroutes ou des concessions d'aéroports qui sont à suivre, puis après il y a des autorités de contrôle. Et donc là on retombe sur les ARS, donc les agences régionales de santé, dont on a découvert à peu près le rôle au moment du Covid. Il y aurait à peu près 60 contrôleurs en France. Donc effectivement, c'est pas assez, il n'y a pas le temps d'aller voir. Et puis, donc on revient à nouveau sur un souci d'efficacité de la dépense publique, parce que si on augmente de 60 000 nos fonctionnaires l'an dernier, qu'est-ce qui se passe pour de vrai dans ce back-office? Qui va véritablement vérifier ce qui se passe dans les EHPAD? Et là, on a un jeu back-office de l'État. Et on a un jeu d'équilibre qui doit fonctionner, qui fonctionne dans plein d'autres industries, et dont là, on a... Et moi, je trouve que je suis plus alerté par le warning qui arrive de la non-vérification par les pouvoirs publics et donc par les ARS, puisque c'est eux qui sont en charge du truc. Les pouvoirs publics, mais les familles, elles sont où dans cette histoire-là? Alors, pardon, après, je dis comme ça. Mais enfin, je veux bien, moi, qu'à chaque fois on dise, l'IGAS et tout ça, c'est quand même des services pléthoriques. Je ne comprends pas où sont les familles dans cette histoire. Après, si la situation est à ce point épouvantable. Après, on peut réouvrir le dossier qui est au-dessus, qui est après la place de nos aînés dans la société, ou au moment où on parle... C'est quand même d'abord, le libéral que tu es, c'est quand même d'abord une responsabilité individuelle, non? Moi, je suis entièrement d'accord. Donc, d'ailleurs, ce qui me choque, c'est qu'il y ait 75% d'établissements publics dont on se connaît les limites, d'ailleurs dans l'hôpital et à côté, et que derrière, on focalise juste sur ces 25% où... il peut y avoir des dérives, mais enfin, c'est pas non plus incorrigible. Et puis, ça doit être une prestation de service qui est rendue et qui n'est pas forcément assurée par tout le monde, quoi. Bon, juste pour en revenir est-ce que c'est pas le premier ESG warning? Comme il y a eu des profit warnings qui pouvaient... Donc, je crois que c'est 15% du capital d'Orpea qui a été largué par les institutionnels la première après-midi, donc quand Le Monde... c'est quand même une boîte à 4 milliards, hein, c'est pas une petite chose. C'est pas la première fois qu'il y a un impact ESG avec cette force, cette vitesse. Le premier ESG warning, c'était Volkswagen quand même, hein, avec le scandale de septembre 2015. Et là aussi,
personne, en tout cas nous, on n'avait aucune idée de ces trucages de logiciels dans les moteurs diesel à l'époque. En revanche, on a miraculeusement échappé à Volkswagen parce que, pour des questions de gouvernance, encore une fois, à une époque où le président Piëch et le CEO Winterkorn ne se parlaient plus, etc., ce qui, dans toute entreprise, est une catastrophe, a fortiori dans une entreprise de cette taille. Mais sur l'aspect Orpea, ce qui est aussi, je pense, assez dommageable, c'est que les décisions sont prises dans l'urgence. Je ne suis pas du tout à vouloir réguler au maximum. Mais si l'AMF avait dit on suspend les cotations pendant quelques jours pour qu'on reprenne nos esprits, je pense que ça aurait été utile. Ça avait été fait, par exemple, pendant la crise souveraine pour les banques italiennes ou les banques espagnoles, qui étaient des proies tellement faciles. Encore une fois, je dis ça, je suis vraiment... personnellement, je suis contre trop de régulation. Le marché est libre, chacun doit pouvoir intervenir. Mais dans certains cas, je pense qu'il faut laisser la poussière retomber. Parce que ce qui est assez grave dans cette histoire... Mais attends, l'entreprise peut demander la suspension de son titre. Je me souviens de Solution 30, par exemple, c'est eux qui demandent la suspension du titre, mais c'est dans l'attente d'une information importante. Oui, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait... D'accord. Tu as raison, mais les conditions... Les conditions sont assez draconiennes. Oui. Et ce qui est très grave aussi dans cette affaire, et je ne préjuge pas de la gravité des faits qui vont être... c'est que, et Sophie Boissard l'a très bien rappelé dans un courrier extrêmement clair et convaincant il y a quelques jours, c'est évidemment, on est tous d'accord, on a besoin du privé. Le nombre de plus de 85 ans va tripler d'ici 2050. On connaît les contraintes budgétaires publiques. Et c'est évidemment une nécessité absolue de prendre soin des personnes les plus âgées et les plus fragiles. Et pour cela, aujourd'hui, ces modèles d'entreprise sont mis en danger. Alors, évidemment, le cours de bourse a baissé, c'est pas très agréable qu'on est actionnaire, mais je mets ça de côté, on va s'en remettre, mais ces entreprises sont fondamentalement déstabilisées. Le modèle, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce sont des particuliers qui achètent, par exemple, une chambre, achètent des lits. Plus personne ne veut investir. On était hier avec un gars qui avait vendu beaucoup de ses chambres à ses clients, absolument. C'est grave. Et quand je vois, et là encore, je trouve que c'est assez dommage de réagir autant à chaud, l'émission Cash Investigation. Le cours de Korian a baissé de 17% en une journée. Il y a quelques jours, ça avait déjà beaucoup baissé. Sur un tweet d'Élise Lucet. Voilà, disant que j'ai des révélations dramatiques sur Korian dans quelques semaines, etc. Bon, ok, très bien. Ce qui est, je trouve, mais lamentable, c'est qu'une personne qui se dit journaliste d'investigation, qui fait son travail et qui le fait peut-être bien, quand elle est mise en cause, silence radio, parce que Sophie Boissard a dit une chose, la CEO de Korian, a fait une proposition que je trouve à la fois courageuse et pleine de transparence en disant « Je souhaiterais participer en direct à l'émission ». En direct, c'est-à-dire pas coupé, pas de montage. Je réponds. La seule chose, c'est que je souhaiterais avoir accès au reportage, pas pour vous demander de ne pas le diffuser, c'est évidemment votre droit éditorial le plus strict, mais pour pouvoir préparer des réponses, si certains éléments ne me semblent pas convenables. Donc c'est une proposition que je trouve tout à fait transparente et de bonne logique. Il n'y a pas eu de réponse de Cash Investigation depuis. C'est de la cuisine journalistique, mais en fait, c'est pas la première. Sophie Boissard a demandé ça à Cash Investigation, et systématiquement, Cash Investigation répond non, on travaille pas comme ça. Tu trouves ça normal ? Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Oui, d'accord. Julie, voilà, tu le donnes. Moi, je refuse de parler. Voilà. Exactement, c'est vous qui d'être le débat. Là-dessus, c'est vous qui portez le débat. Moi, j'ai un avis forcément biaisé en tant que professionnel. Non, mais je comprends bien. Je comprends bien. Je dois t'avouer. Alors, évidemment, elle est totalement insoupçonnable. En jeu, il y a des emplois, il y a le développement d'une entreprise, il y a tout un... Non, et surtout, en plus, cette émission n'est pas prête. C'est-à-dire que cette émission ne sera diffusée que dans 3 mois. Et très franchement, je le dis, voilà. Plus aussi long. Mais oui, bien sûr, ou dans plusieurs semaines. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont dessus et ils ont déjà... Et elle est évidemment totalement insoupçonnable, Élise Lucet. Mais j'espère pour elle qu'il n'y a pas dans son entourage quelqu'un qui a des actions Korian et qui les a vendues 2 jours avant son tweet, quoi. Voilà, j'espère juste ça. Parce que c'est vrai qu'il est surréaliste, ce tweet. Mais pardon, Émeric, c'est la réaction du marché aussi qui est surréaliste. Tu vois, enfin, je veux dire... Julie, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Enfin, je ne sais pas comment te poser la question, mais comment on gère une crise pareille ? Parce que j'ai quand même l'impression que dans cette histoire, en termes de gestion de crise, quelqu'un n'a pas fait son boulot.
Sur Orpea, absolument. Parce qu'effectivement, Cash Investigation, on sait qu'ils sont sur le sujet depuis plusieurs mois, et donc il y a des choses qui se préparent. Le livre, au moins depuis l'été, ils étaient prêts. Et évidemment, un livre d'enquête comme ça remonte par tout un tas de canaux internes. On est d'accord. Effectivement, la réaction... Ce qui peut-être ne pouvait pas prévoir, je pense que c'est évident qu'un journal, ça a été Le Monde, mais le mettre en une, ça c'est sûr. La réaction du marché aussi rapide, mais en même temps on est en contexte de campagne électorale sur un sujet qui est hyper émotionnel et où effectivement, au-delà des pratiques ESG qu'on juge, c'est juste qu'on sait très bien que ces entreprises, elles naviguent dans un environnement où l'image des EHPAD n'est pas bonne. Corian s'est déjà pris une énorme crise au moment de Covid, donc... on sait qu'il y a un sujet d'image, on sait qu'à chaque fois qu'il y a une crise, ce sujet de la place du privé remonte à la surface et il y a ces attaques, légitimes ou non, contre le modèle du privé dans le secteur. Donc il y a tous les éléments pour que ce soit hautement inflammable. Est-ce qu'on peut pas, l'un de tes confrères, Jean-Christophe Alquier, qui vient nous voir aussi régulièrement, racontait en fait qu'ils ont laissé monter une sorte de gaz sous pression sans jamais à aucun moment ouvrir une soupape qui aurait pu au moins préparer les uns et les autres à ce qui allait se passer. Normalement, on fait ça, ça. Évidemment, tu ne peux pas éviter la crise, mais au moins, tu essayes de préparer les gens à la crise. Ce qui était intéressant, mais je ne pense pas rétrospectivement, c'est que Orpea avait publié sa première lettre aux actionnaires quelques semaines avant la sortie du livre. Ils n'avaient jamais fait de lettre aux actionnaires, donc c'était leur première. Est-ce que c'était un moyen d'y répondre ? En même temps, je ne vois pas bien quel effet ça a pu avoir pour dégonfler cette poche de gaz ou permettre de... Et surtout, ce qui me frappe, c'est que leur communiqué part à 18h30. Ils écrivent dans la nuit à leurs actionnaires. Donc on sent bien qu'il y avait quand même une impréparation derrière. Total. Et puis après, les auditions sont catastrophiques, remontent les députés, la ministre est atterrée du niveau de dialogue qu'ils ont avec eux. Donc effectivement, tout est parti. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour eux et c'est une gestion de crise qui a été assez désastreuse. Nicolas, tu as sur la gestion de crise, ça donne manifestement, ils avaient l'information depuis l'été. Donc manifestement, ça donne le sentiment d'une gestion de crise un peu à l'ancienne. On va essayer de contenir, on va essayer d'étouffer, on va faire levier avec des pressions à droite et à gauche. Mais à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'information ouverte, on peut pas contenir, on peut accompagner en anticipant et en reroutant un peu le trafic. Et là, c'est une démonstration qui fait qu'à la fin, et surtout, ça c'est vrai que l'impact, il est catastrophique, justement pour l'attractivité de ce secteur qui a besoin de recruter comme jamais. Donc, pour les gens qui travaillent aujourd'hui dans les EHPAD, c'est horrible. C'est un métier qui est déjà difficile, mais alors qu'il est encore plus difficile de faire dans un contexte de suspicion, de méfiance. Donc, ils se retrouvent, pour les salariés qui y sont, ils se retrouvent harcelés. Et effectivement, la confiance dans le système est très fortement ébranlée. Donc, oui, c'est désastreux. Une crise comme ça se gère forcément au long cours. C'est ça l'idée. Moi, je suis frappé de ce que tu dis, Aymeric, je ne savais pas. C'est-à-dire manque de communication avec les actionnaires, c'est-à-dire manque de communication, comme tu le disais, avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà, et c'est ça, en fait, le terreau, autant sans doute la situation à l'intérieur. C'est ça le terreau de la violence de la crise. C'est une entreprise qui a toujours été relativement discrète. Ça me fait penser à Lactalis quelque part. Contrairement à Corian, qui à un moment a eu un vrai choix de s'assumer comme leader dans ce secteur, de parler de ce secteur, d'expliquer. C'est quand même un secteur où il y a un écart énorme entre son utilité sociale d'un côté et son image. Et donc, à un moment, il faut y aller. Et on ne peut pas... Orpea, ça a toujours été, pour vivre heureux, vivons cachés, avec une com-fi, une trajectoire boursière exemplaire, formidable, etc. Et en même temps, pas de communication de l'entreprise. Très peu. Et aujourd'hui, ils en payent le prix. Bien. Juste alors un dernier mot là-dessus, Aymeric, sur cette question effectivement d'impact. C'est-à-dire, alors il se trouve que j'écoutais ce matin Patrick Pouyanné, très impressionnant, raconter la mutation de Total, voilà, et son plan de mutation. C'est-à-dire, toi, tu es effectivement dans l'idée, mais c'est un peu ce que dit aussi Mirova, dans l'idée que ton rôle d'actionnaire ESG, c'est d'accompagner les mutations et pas de sanctionner les secteurs qu'il est aujourd'hui très facile de sanctionner, c'est ça le truc ? Non, absolument. Et encore moins d'exclure une fois que le scandale est connu. Ouais. Si on peut le savoir avant, évidemment, c'est formidable. On ne peut pas tout savoir avant, malheureusement, avec les meilleurs efforts. En revanche, oui, je suis entièrement d'accord que ce soit... Je pense que c'est même, pour moi, la pierre angulaire de l'ESG efficace. Et pas de l'ESG hypocrite greenwashing en disant « j'achète pas de pétrole, j'achète pas les mines ». Sauf qu'on en a déjà parlé, on en a besoin. Donc,
pour moi, et d'ailleurs j'en parlais récemment dans le cadre de la mission demandée par Bruno Le Maire à Yves Perrier. Donc Yves Perrier, patron d'Amundi, maintenant il est président, voilà. Il a nommé une directrice générale. Voilà. Patron d'Amundi, qui est le 9e gestionnaire d'actifs au monde, je crois. Le seul non-américain. Voilà, et qui vient de passer les 2000 milliards d'ailleurs d'actifs sous gestion. Exactement. Et l'idée, la question posée, c'est comment décarboner réellement les portefeuilles et comment on fait. Et donc Yves Perrier a consulté assez largement donc, un certain nombre d'asset managers dont on faisait partie, mais pas seulement. Et c'est ça qui est intéressant. On n'est pas les seuls parties prenantes, aussi des organisations gouvernementales et enfin des entreprises. Et ce que j'ai trouvé intelligent de la part de cette démarche, c'est que les entreprises contactées ont été les vrais pollueurs. C'est-à-dire pas ceux qui sont à la marge du problème, mais c'est par exemple le constructeur automobile, la Fédération française de l'aluminium, il n'y a pas plus consommateur d'énergie que ça. Le ciment. Le ciment. Et donc c'est ça, et effectivement, et la conclusion, alors je ne vais pas donner les conclusions du rapport, parce que Yves Perrier rendra son rapport à la fin de ce mois, mais ce qui sortait de ces échanges, c'est que sa question était la suivante, il ne comprenait pas que les portefeuilles verts achètent uniquement des sociétés vertes. Et je lui ai dit, je suis entièrement d'accord. C'est bien d'en acheter, parce qu'il faut soutenir les fabricants évidemment d'éoliennes, etc. Mais pour moi, le plus important, c'est d'acheter le brin qui sera vert demain. Il ne faut pas acheter le brin qui reste brun. La mine de charbon qui a pour juste objectif d'augmenter la production, comme c'est le cas de beaucoup de mines en Chine, là, il faut être un peu sérieux. Mais en revanche, pour faire avancer les choses, ça c'est par exemple, et Total, c'est un très très bon exemple, parce que c'est pas du discours ce que fait Patrick Pouyanné. Les faits sont là, et l'argent est là, surtout les capex sont là. Et je pense que c'est un petit peu la même chose dans le cadre de scandales très majeurs comme celui d'Orpea, voir si réellement, à partir de maintenant, il y a des changements de pratiques. Entreprise à mission, super. Je pense que c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Il faut que fondamentalement, il y ait si les faits sont avérés, qu'il y ait des changements de pratiques, peut-être un peu plus de contrôle. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que c'est ça le rôle d'un investisseur responsable, c'est de suivre ses progrès. Sans complaisance, mais avec lucidité. Un mot. Mais en tant que société cotée, nous, on reçoit de la part des fonds des questionnaires. Certains tous les 6 mois, d'autres tous les ans. Et puis, certains ont des entretiens. Et à la fin, l'an dernier, parce qu'il n'y a pas que les critères verts, il y a aussi les critères de gouvernance, il y a les critères de pratique, de sécurisation, etc. Et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, etc. Et ils mesurent en fait le différentiel. Donc, ce n'est pas forcément notre point de départ, et pas forcément top à un moment donné, mais ce qui va les intéresser, c'est l'évolution. Et alors, tous les fonds ne le font pas, mais moi, ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est que, et là où le ESG est bien, c'est que ça crée quand même une dynamique générale, à la fois pour ceux qui investissent et puis pour ceux qui accueillent les fonds dans le cadre de leur entreprise. Et ça nous force à expliquer le plan d'action. Et je pense qu'au moment où on explique le plan d'action, en tant que société, on est crédible ou on n'est pas crédible. Et un investisseur sait à ce moment-là si c'est du pipeau ou pas. Et vous soulignez tout à l'heure la capacité de détecter des problèmes de gouvernance. C'est à ce moment-là qu'on voit bien si c'est du greenwashing ou du social washing et si la société évolue dans le bon sens ou pas. Et donc ça, c'est pour nous des rendez-vous qui sont assez importants, au-delà de l'aspect modèle économique et l'aspect financier. On a des rendez-vous ESG et on fait attention de bien les préparer. Julie, tu as un dernier mot ? Non, la question, c'est que pour envisager une sortie de crise sur Orpea, il faut se dire qu'est-ce qui fera que ça ne pourra pas se reproduire. Et la réponse ne peut pas être on va mettre plus de contrôle public de l'autorité publique. Donc il faut bien que ces entreprises, elles trouvent leurs moyens de régler leur gouvernance. Et c'est pour ça que l'entreprise à mission, normalement, elle doit être une réponse. Elle peut être une réponse, en tout cas. Et sachant qu'on parlait... C'était intense. Ouais. Moi, je veux bien qu'on fasse l'heure là-dessus, mais... On parlait de le comité mission est nommé par l'entreprise. Je crois, vous me dites si je me trompe, que les entreprises à mission doivent être, entre guillemets, validées, auditées par des cabinets indépendants qui valident qu'effectivement la mission est remplie, que les choses sont faites correctement. Donc ça se passe comme ça, je crois. Absolument. Il y a un audit financier et un audit extra-financier. Il faut faire les choses sérieusement. On marque une pause. On repart, les amis. On repart. Alors, Julie, tu voulais parler des maths. Donc, juste les infos, je les redonne quand même très rapidement, même si je pense que vous suivez ça de très près. Jean-Michel Blanquer, donc prêt à corriger sa réforme du bac. Il y aurait le retour des maths donc, dans le fameux tronc commun. Les profs de maths étaient montés au créneau. Au moins 60% des élèves de terminale étudiaient encore... Ah oui, moins de 60% des élèves de terminale étudiaient encore les maths, donc depuis cette réforme du bac qui faisait qu'à la fin de la seconde, on choisissait ses spécialités.
Et puis, l'écart se creusait entre filles et garçons. Ça, c'est quand même le truc le plus dingue, quoi. Bon, bref, c'est-à-dire que les filles étaient encore plus nombreuses que les garçons à renoncer aux maths à l'entrée en première, et donc visiblement, on va corriger tout cela. Tu as un mot à dire, Julie, là-dessus, Oui. puis j'aurai un tweet à vous montrer très spectaculaire. Un mot, parce que je trouve que c'est intéressant d'un point de cristallisation du débat sur en fait, un peu un faux sujet sur l'inscription des maths dans le tronc commun. Il y a 3 points importants. Le premier, c'est qu'en fait, le décrochage du niveau de mathématiques, il arrive beaucoup plus tôt que le lycée, puisqu'il arrive en fait dès le CP, voire la 6e. Donc en 6e, on a 40% des élèves qui ont des difficultés en maths. Et en fait, cet écart, il se creuse progressivement. Et en REP+, on a 2 tiers des élèves qui en 6e ont des difficultés en maths. Donc on voit bien qu'en fait, ces effectifs-là, qui sont quand même colossaux, on va leur remettre des maths en première terminale dans le tronc commun, mais on va régler aucun problème. Et notamment, ce problème des maths dans la primaire, c'est qu'on a 80% des enseignants de primaire qui n'ont aucune formation en maths. Donc, quelque part, la réponse, elle est apportée beaucoup plus tôt. Tellement d'accord. Le deuxième point, c'est ceux qui se voient, ceux qui ne se voient pas. C'est vraiment ça. Ouais. Le deuxième point, c'était qu'en fait, cette réforme du baccalauréat, l'objectif de Jean-Michel Blanquer, c'était de ramener un pourcentage d'étudiants on va dire en niveau avancé en maths après le bac, d'où un enseignement de spécialité dont le niveau est un peu plus ambitieux que ce qu'on faisait avant. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne forme que 2% de nos effectifs, on va dire, avancés en maths. Il n'y en a que 2% en France, il y en a 11% dans le CDE, il y en a 50% à Singapour et en Corée du Sud. Donc on voit bien que, en fait, l'objectif de la réforme, qui je pense est simple, parce que les data scientists, les chercheurs, les scientifiques dont on a besoin, c'est pas ceux qui feront tronc commun en maths, mais c'est comment on fait monter ces 2% à 15% de l'effectif et qu'on renforce en plus. Et le troisième point, c'est sur les filles. Effectivement, je pense que la réforme du bac, ça a sans doute été un révélateur, puisqu'on est incité à garder en terminale que les matières fortes, que les spécialités où on est sûr d'avoir des choses. Et là, on a 40% en fait des filles qui prennent maths, ce qui n'est pas si mal. On en a 20% en maths sup. En revanche, on n'en a plus que 20% des filles de catégorie défavorisée. Et là où on a un vrai sujet, c'est qu'effectivement, ces filles qui sans doute n'ont pas des parents scientifiques qui peuvent prétendre, aient envie de le faire et se sentent légitimes à le faire, mais c'est vraiment elles qu'il faut aider. Il n'y a pas de sujet chez les filles de classe favorisée. Donc en fait, la réforme, elle a servi de révélateur de quelque chose. Mais en tout cas, je pense que la réponse de remettre des maths en tronc commun, c'est vraiment une réponse de circonstance de Jean-Michel Blanquer, parce que politiquement, il sent que voilà, il faut qu'il lâche du lest sur cet enjeu-là, quoi. Bah oui, je suis... Amen. Dans cet avis, je dirais même que probablement dans notre pays, en tout cas pendant très longtemps, même si ça s'arrange un petit peu, on a, à mon sens, accordé trop d'importance aux mathématiques dans la sélection des meilleurs élèves. Parce qu'il faille être bon en maths pour entrer dans une école d'ingénieur, tout le monde le comprend, mais dans toutes les prépas commerciales et autres, les maths, c'est quelque chose d'hyper important. Or, à mon avis, c'est plus pour être un dirigeant, etc. Il vaut mieux travailler ce qu'on appelait avant les humanités que faire des maths. Donc trop de mathématiques et axer toute la sélection là-dessus, en France, c'est peut-être excessif. Ouais, c'est un sujet de compétitivité pour la France à long terme. Ouais. Quand on se projette et qu'on a toutes les études qui démontrent le poids d'apprendre à coder pour être capable d'être dans l'algorithmie, et rentrer dans tous les systèmes Internet, le data scientist, le data mining, etc. Enfin, on voit tous ces jobs d'avenir qui sont des jobs très qualifiés, très rémunérateurs, sur lesquels beaucoup de pays se positionnent. Nous, la France, on avait un socle mathématique qui nous prédestinait quand même à être un pays leader dans cet univers, dont on sait qu'il sera absolument clé pour la bataille numérique et la bataille de compétitivité des pays de demain. Donc, effectivement, je ne pense pas qu'un sujet de bac, c'est un sujet de vision de l'ensemble de la filière pour arriver à penser métier de demain. Là où je veux ton avis, c'est la façon dont le présentait Julie, qui est très très juste, et merci, parce que c'est à rebours de ce que j'ai entendu partout. J'ai entendu partout, ah ouf, Jean-Michel Blanquer recule sur cette réforme absurde, alors qu'au contraire, lui voulait en fait concentrer l'excellence et permettre à ceux qui aiment les maths d'aller plus haut, quoi. C'était ça le sujet, finalement. Alors ça, il ne le remet pas en cause, hein. Ça continue de fonctionner. Bah oui, mais comme tu vas te retrouver avec des élèves comme moi je l'ai été, si tu veux, totalement nuls en maths et qui effectivement dormaient en cours et effectivement sans doute devaient d'une manière ou d'une autre ralentir tout le monde,
moi, je comprenais effectivement l'intérêt de cette réforme. Mais aujourd'hui, avec par exemple en terminale, quand vous avez les maths experts, vous avez déjà ceux qui sont très bons et on va continuer à pousser vers une forme d'élitisme. Oui, mais c'est ça qui va peut-être être mis en cause, tu vois. Voilà, mais alors le vrai sujet, moi je pense, c'est effectivement les 15%, parce qu'à un moment donné, pour recruter du data scientist et pour recruter du développeur de très haut niveau, et pas simplement qui pissent de la ligne de code, c'est-à-dire des gens qui ont un peu d'algorithmique, qui savent mettre des cubes entre eux, etc. On a une pénurie, on l'anticipe, ça fait 10 ans qu'on se le dit, et on est déjà en train d'en souffrir en ce moment, ça devient un enfer actuellement de recruter un bon développeur à Paris. Donc c'est des programmes qui se font sur plusieurs années, et des dizaines d'années, et les maths sont la base du sujet, quoi. On ne peut pas faire d'algorithmie sans avoir un minimum de maths, quoi. Juste parce que c'est un tweet que j'ai vu passer très spectaculaire, je ne sais pas si on va pouvoir l'afficher, parce que des fois j'oublie de les envoyer, les images que je veux voir. Voilà, je ne sais pas si on peut le voir, ça rend pas très bien à la télé. En gros, c'est 2 offres d'emploi. Il y a une offre d'emploi pour être prof de physique, et puis derrière, une offre d'emploi pour être, je crois, c'est caissier dans un grand magasin. Et caissier dans un grand magasin, c'est mieux payé que prof de physique. Voilà, aujourd'hui. C'est un énorme sujet. Pour moi, c'est la base de tout. Oui, si, je crois qu'il est un peu au-dessus. Il y en a un qui a 1400 quelque chose et l'autre à 1005. C'est la base de tout. Pour moi, c'est la mère de toutes les bases. Et sur la sélection, en fait, le taux de sélectivité des enseignants de mathématiques au CAPES est bien plus haut que dans toutes les autres matières. Aujourd'hui, on recrute... Bien plus haut, mais je crois qu'il... Pardon, il est plus bas. Ah oui, voilà, c'est ça, bien plus bas. Oui, bien plus bas parce qu'il n'y a pas de candidat. Et quand on voit le salaire d'un prof de maths en France... Tu vas bosser avec Nicolas, si tu es fort en maths, tu vas pas être... c'est ça, ils vont gagner beaucoup plus en prof de maths. On commencera à se rapprocher des profs de maths en Allemagne, et ça nous renvoie à la sempiternelle question dans la fonction publique. Il n'est pas normal qu'un prof soit payé ce prix-là, et le back-office qui continue à grossir, à nous coûter une fortune. Et la réforme, elle est là. C'est qu'à un moment donné, coupons et puis doublons pour les infirmières, pour les profs, enfin tous ceux qui sont en première ligne, en service avec... Enfin bon, alors ça pour le coup, c'est un débat que j'ai eu là. Mais si tu commences à dire, pour les infirmières, à ce moment-là, tu le fais pour plus personne. À un moment, il faut faire un choix radical. Et moi, je milite pour qu'il soit fait en faveur des profs. Sur l'éducation. Il faut faire un choix radical. Tu n'es pas dans une situation où tu peux essaimer, tu vois. Non, et puis l'investissement en éducation, il est rentable. Enfin, on peut vite avoir des résultats, quoi. C'est un métier de service, donc il faut rémunérer les gens qui font le service. Oui, mais si tu dis je vais en donner, parce que la justice aussi est dans un état déplorable, enfin, tout le secteur public est dans un état déplorable, tu vois. Et donc, à un moment, moi, je suis pour faire un choix. On peut faire un choix, mais déjà, pourquoi on a recruté 70 000 bonhommes l'an dernier? Pourquoi faire qu'à partir du moment où le service rendu n'a fait que se dégrader, quoi. Mais on ne va pas pouvoir parler de Valérie Pécresse. Vous ne voulez pas parler de Valérie Pécresse? Non, je le dis juste d'un mot, on n'aura pas le temps d'en parler, mais on en parlera demain. La pénurie de candidats menace le bon fonctionnement des services publics. Besoin de recrutement de 100 000 personnes par an. Ouais. Et donc, Amélie de Montchalin lance la plateforme de la marque employeur de l'État. Voilà. Et donc, le nombre de candidats au concours de la fonction publique a été divisé par 3 en 25 ans. C'est une transformation de la société très profonde, mais on n'a pas le temps d'en parler parce que tu veux parler de Facebook, Nicolas. Alors vas-y. Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup, Facebook. Donc allons-y. C'est passionnant. Est-ce qu'on va passer des GAFAM au GAM? Est-ce que le F est en train de sauter? En fait, c'était un peu le colosse au pied d'argile. C'est-à-dire que c'est le seul dans les GAFAM qui a un modèle économique qui est reproductible. Les autres ont tous des barrières à l'entrée de dingue, que ce soit Apple avec son téléphone et son système fermé, Google avec son moteur de recherche, Microsoft qu'on a mis un peu partout, Amazon avec une chaîne logistique hors du commun. Là, on est dans une agence de publicité qui monétise du trafic et dont on voit que le trafic, avec les émergences de TikTok, finalement, avec une audience qui est très volatile, très peu fidèle et qui peut disparaître du jour au lendemain. Donc en fait, on s'aperçoit que le modèle est un peu fragile. Et puis à partir du moment où on commence à se dire je vais essayer de gagner plus d'argent, c'est-à-dire que je vais vendre ce qu'on appelle des leads qualifiés, c'est-à-dire des contacts qualifiés à mes annonceurs, donc j'ai besoin des données pour pouvoir enrichir le contact, on commence à agréger un maximum de données pour donner de la valeur à son audience. Et puis ces données, on retourne à la case départ avec la RGPD, etc. Tout à coup,
on réalise qu'elles ne nous appartiennent pas, quoi. Qu'elles ne nous appartiennent pas, et que Facebook a fait l'OPA là-dessus, qu'on commence à avoir quelques introductions dans la vie privée des uns et des autres, quelques scandales à droite et à gauche. Et finalement, l'aveu de faiblesse que la semaine dernière, où Zuckerberg dit si c'est comme ça, je vais quitter l'Europe, qui est à mon avis la pire réponse qu'on puisse donner, puisque c'est en gros, il a besoin de nos données pour pouvoir donner de la valeur à son trafic. Et s'il n'a pas nos données, son trafic va s'effondrer. Et donc, de toute façon, fermer l'Europe, c'est quand même faire une croix sur toute une partie du business. Enfin, donc, le truc ne marche pas. Donc, tous ces éléments de ce modèle économique publicitaire démontrent la fragilité pour Facebook. Alors, ça n'empêche pas que ça reste une boîte qui fait encore un gros paquet de milliards, mais il fut un temps où AOL ou Yahoo étaient dans la même position. En fait, tu as quand même 2 milliards d'humains qui y vont tous les jours, quand même, encore. Hein. Voilà, mais... Fragilité. C'est ça qui est fou, d'ailleurs, c'est qu'on puisse parler de fragilité. Il a juste envoyé un warning que, pour la première fois, il est à moins 0,3%. Exactement. Il n'est plus en croissance. Et puis derrière, je pense qu'il y a un autre signal qui est assez fort, c'est celui de se dire, je vais faire muter mon modèle petit à petit dans le métaverse. Et alors là, le métaverse, c'est effectivement, d'un point de vue pour les gens entrepreneurs qui aiment le futur comme moi, c'est génial, parce que là, on se dit, on ouvre un Eldorado de nouveaux trucs, mais sauf qu'il n'y a pas encore de modèle prouvé, qu'on n'a pas encore trouvé quoi que ce soit de tangible pour arriver à faire un business qui est sustainable, comme on dit. Et donc, là, je pense qu'il envoie le message très tôt, alors que c'est encore en friche. Et se dire qu'on va avoir un côté un business fragile, et on va prendre des milliards pour aller le mettre sur un autre business qui est, alors lui, pas fragile, c'est-à-dire qui est inconnu, là, ça envoie des signaux extrêmement troublants. Et puis après, bienvenue en bourse, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à rompre un peu la confiance des uns et des autres, vous pouvez partir à la cave. Et ce que j'ai aussi appris à mes dépens d'ailleurs en bourse, c'est qu'au moment où vous commencez à vous écrouler, vous avez tous les cafards qui sortent de partout, et chacun qui commence à vous tirer dessus, vos anciens amis deviennent vos ennemis, et puis toutes les affaires ressortent, et à ce moment-là, c'est une boule de neige qui devient extrêmement difficile à gérer. On ne rate, tu sais, l'adage boursier, on ne rattrape pas un couteau qui est en train de tomber. Quoi. Non, exact. Et là-dedans... Et là, il est tombé de 200 milliards quand même, le couteau. Là. Voilà. Oui, il peut tomber de plus encore. Ouais, il peut tomber de plus. Émeric, comment est-ce que tu regardes ça ? Alors, il y a plusieurs choses. Je n'ai pas du tout ta connaissance du métavers et de ses évolutions. Mais on en parle beaucoup dans cette émission. C'est aussi important que ce que l'on entend et ce qu'on peut imaginer. La seule chose que je dis, c'est que l'archi-leader d'une époque n'est jamais celui qui est le grand gagnant de l'époque d'après. Tu as raison. Et dans quels que soient les métiers. Et ça, c'est fascinant de prendre tous les 20 ans. Je crois qu'on devait parler des plus grandes... On avait parlé une fois des plus grandes capitalisations. En 2013, c'était il n'y a pas longtemps, la plus grande capitalisation boursière pendant quelques heures, c'était Exxon. Aujourd'hui, c'est 20 fois plus petit que Apple. Ouais. Et donc, le leader, à un moment, n'est jamais l'archi-leader du monde d'après. Donc, ça va assez dans ton sens. Ensuite, sur les 200 milliards de perdus qu'on fait beaucoup parler, c'est vrai que c'est un plus haut historique. Mais le truc aussi, c'est qu'une grosse boîte qui perd 20%, c'est rare, mais ça arrive. Mais sauf qu'on est aujourd'hui dans des capitalisations absolument délirantes. C'est-à-dire qu'avant la crise, Facebook, ils ont changé de nom, je crois que c'est Meta maintenant, faisait quasiment 1000 milliards de capi. Donc évidemment, 20% sur 1000 milliards, ça fait ou 25% même. Absolument. Et je crois que le lendemain ou 2 jours après, c'est Amazon qui a gagné 10%. Oui, et là, ça fait presque 200 20% milliards. Aussi. Ouais. C'est parce que Amazon, c'est 1600 milliards de capitalisation. Ouais. Et Apple, c'est 2800 milliards de capitalisation. Et le dernier point, alors, c'est que... Juste un point là-dessus, Émeric, parce que il va falloir que j'apporte le bouquin et puis que je vous donne les chiffres. Je le cite pratiquement tous les jours, là, en ce moment, le bouquin de Thomas Philippon, Les gagnants de la concurrence. En fait... C'est assez contre-intuitif, mais les 3 plus grosses capis de Wall Street aujourd'hui ne représentent pas plus que ce que les 3 plus grosses capis de Wall Street dans les années 90 représentaient par rapport à l'ensemble de la cote, que ce que les 3 plus grosses capis des années 80 représentaient par rapport à l'ensemble de la cote. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces 3 plus grosses capis? C'est ça qui est... c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu peux voir, on est en train de racheter les turbines Arabelle de General Electric, ça va tout à fait dans ton sens, c'est-à-dire l'effondrement de ce qui a été l'un des rois des blue chips. Et peut-être aussi, en dernier commentaire sur cette affaire, je pense que ça me paraît assez évident, ça illustre aussi probablement une fin de cycle sur un certain nombre de valeurs d'hypercroissance
et de technologie. Alors le Nasdaq a déjà beaucoup baissé, mais ce retour d'une volatilité extrême, en tant qu'investisseur, je ne suis pas du tout ni optimiste ni pessimiste. On est habitué à vivre avec la volatilité, ça fait partie de notre métier, mais ce sont quand même des signaux assez inquiétants pour la future direction du marché. On a donc parlé de Facebook et d'Amazon. Je vais parler de ce qui peut sembler une microcap à côté de ces sociétés-là, mais ça s'appelle Snapchat. Snapchat, d'ailleurs, il y a 5 ans, tout le monde pensait que ça allait mourir. Ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, Snapchat, alors ça a l'air petit par rapport à Facebook, ça capitalise 40 milliards de dollars. 40 milliards. Et je voyais que la semaine dernière, en une séance, Snapchat a gagné 50%. 50%. Oui, mais ça, c'est du casino, Aymeric. C'est pas ton métier, c'est justement tout ce que tu ne veux pas faire, ça. C'est encore en baisse de 30% depuis le début de l'année. Donc, bon, tous ces chiffres, désolé de donner tous ces chiffres, mais c'est quand même cette volatilité qui retrouve des niveaux extrêmes, c'est pas un signal très, très rassurant, à mon sens. Bah, tu as le plus gros gadin, en fait, de ces derniers jours, c'est Peloton. Voilà, c'est celui qui faisait qui fait toujours, pour combien de temps, on ne sait pas trop, des vélos d'appartement. L'histoire s'en ressemble furieusement à WeWork, quoi. Voilà, on emmène des entreprises comme ça à des niveaux stratosphériques, et pour le coup, oui, elles s'effondrent, là, c'est 80% de la valeur. À Technogym, ça d'ailleurs. Ça fait du mal. On voit, enfin, dans ce que tu dis, c'est surtout la volatilité de l'audience, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la fidélité de tous utilisateurs, etc., vis-à-vis d'un réseau social, elle est très fragile. Il suffit que quelques amis partent à droite ou à gauche, et puis on les suit. On est parti sur un réseau de gamers, on est parti sur du Snap, on est parti sur du TikTok, et donc en fait, il n'y a rien de gagné, il n'y a pas de barrière à l'entrée, quoi. Et Facebook, il est un peu, on en parlait pour Orpea, de cette image d'une pièce remplie de gaz qui se remplit. On sent bien que tout à fait. Scandale après scandale. Il y a une cristallisation. Il y a une cristallisation sur la personnalité de Mark Zuckerberg, sur l'entreprise, sur et puis Frances Haugen. Et puis il y a une sorte d'emballement. Tu te souviens, Julie ? À chaque fois, trimestre par trimestre, on commente les résultats de Facebook et on dit quand même. Il gagne beaucoup d'argent, c'est quand même très gros et ça continue. Donc il y a un moment où on se dit finalement ils sont insubmersibles quoi qu'il arrive quand il se relève et puis ça continue et puis il vient faire ses auditions au Congrès en faisant le petit garçon et puis les choses continuent. Tu nous avais dit que toi tu sentais que Meta c'était de la communication de crise. Oui. Parce que Nicolas a raison, ça démarre très vite, même si on l'a montré d'ailleurs, Carrefour a acheté un terrain dans un des métaverses, j'ai oublié lequel, je crois que c'est Sandbox. Oui, ça fait du buzz, tout ce qu'on annonce sur le métaverse. Voilà. Mais tu dis, ça a été un contre-feu allumé pour sortir de ce qui était une crise vraiment systémique autour de la lanceuse d'alerte. Le sujet qui arrivait du métaverse en disant, moi je m'appelle Meta, donc le métaverse c'est moi. Et puis on l'a dit. Tu lui donnes pas crédit. Non, mais tu lui donnes pas crédit, ni vous ni toi, Nicolas, de justement refuser de se faire kodakiser. C'est-à-dire que il est, lui, Zuckerberg, conscient que il a des pieds d'argile, et donc il veut pas faire comme Kodak, quoi. Il veut essayer d'être aussi celui qui va gagner la génération d'après. Je pense qu'il y a une différence entre se diversifier, c'est-à-dire que quand il rachète Oculus, il est déjà en train d'acheter du matériel, créer du monde virtuel, etc. Et puis de faire le pari, de dire maintenant mon groupe il va faire que ça. Il va se concentrer là-dessus, c'est-à-dire que l'activité connexe qui doit grandir, qui doit faire ses preuves, devient d'un seul coup l'activité centrale et on projette le groupe à travers celle-là, alors qu'elle ne s'est pas démontrée. C'est peut-être une façon en communication de crise d'enrober l'histoire des réseaux sociaux parce qu'il y a peut-être encore plein de trucs qui doivent sortir, hein, j'en sais rien, je ne suis pas un insider là-dessus, mais en tous les cas, d'un point de vue financier de l'extérieur, c'est pas ça. Il y a un point moi qui m'étonne quand même, qui est dans leur communication financière, je le trouve très... c'est comme s'ils voulaient eux-mêmes provoquer un réajustement, quoi. Parce que en fait, quand ils annoncent la baisse modérée quand même, hein, mais c'est vrai que c'est une tendance, c'est peut-être un effet de pic et ça va aller plus loin, mais ils sont très grosse concurrence, TikTok, etc. Donc ils ont été très disant, en gros, laissant montrer, mais accréditer le fait qu'ils étaient face à une concurrence aujourd'hui beaucoup plus forte et contre laquelle ils n'arrivaient pas trop à lutter. Et la sortie de l'Europe qui est annoncée, effectivement, c'est un risque qu'ils ne peuvent pas ignorer. Donc que ce soit dans un rapport d'activité, que ça figure dans un rapport d'activité, c'est peut-être normal, mais c'est pareil. C'est comme s'il se tirait un peu une balle dans le pied. Il est discrètement. Il a fallu aller le chercher dans le rapport d'activité, hein, visiblement. Moi, je ne l'ai pas lu, mais visiblement, ce n'était pas affiché. Tu vois, l'histoire de si effectivement on ne peut pas rapatrier nos données aux États-Unis et les traiter aux États-Unis, il se pourrait qu'on en soit amené à quitter l'Europe. C'était pas non plus placardé à l'entrée de Facebook. Je trouve qu'ils ont une communication assez négative sur eux-mêmes. Mais ils sont au cœur de la bataille des données. Et ils sont ça, très clairement, c'est très intéressant. Que
Ils ont les pouvoirs publics avec l'Europe. Ils ont la techno avec Apple qui dit maintenant je protège, donc je ne partage plus les données. Ils sont ensuite l'histoire des cookies, sur lequel ils vont perdre la main, sur lequel Google a réinventé une façon de contourner le système, mais eux ne l'auront pas. Et donc, en fait, sans les données, ils ne peuvent pas valoriser ce qu'on appelle le CPM, le coût par millier, donc la valeur des clients. Et donc, de toute façon, le modèle a un problème parce qu'ils ne peuvent pas l'emmener de façon jusqu'au ciel. Attends, parce que je veux encore solliciter Aymeric, parce que c'est un truc qui me passionne, moi, autour d'ALD. Donc il nous reste 10 minutes là, juste pour en parler. Donc, alors il se trouve qu'en plus c'est une illustration de ce que la philosophe Gabrielle Alpern, qui est venue régulièrement ici, notamment l'année dernière, écrit sur la façon dont les entreprises doivent, alors non pas se transformer, mais finalement, alors elle parle de centaures, aller dans la périphérie de leurs activités, essayer comme le centaure de trouver quelque chose qui semble totalement au-delà de leur métier d'origine, mais qui pourtant a des passerelles avec le métier d'origine. Et donc, c'est ce que la Société Générale fait, mais alors là, de manière très spectaculaire avec ALD. Donc, il y a maintenant quelques semaines, la Société Générale a racheté un très important gestionnaire de flotte néerlandais, c'est ça, un chèque à 5 milliards d'euros quand même, ce qui fait de ALD la première flotte européenne en termes de... Enfin, c'est surtout vers les entreprises qu'ils se... Aujourd'hui, oui, mais ils se développent vers les particuliers. Mais aujourd'hui, c'est les entreprises, plus de 90%. Alors, Aymeric, c'est une banque, c'est la Société Générale. Qu'est-ce qu'elle fait avec une flotte de 4 millions de véhicules? Elle fait très très bien, justement, parce que c'est probablement, enfin c'est pas la seule activité, mais c'est une des activités qui fonctionne très bien chez la Société Générale. C'est pas la seule banque à avoir fait ce choix-là, parce que ce métier de la flotte automobile, il est détenu donc par des banques. BNP a un acteur très important qui s'appelle Arval. Mais c'est quoi le lien? Le financement. Le financement, évidemment. C'est oui, c'est ça, la gestion des valeurs résiduelles, les capacités d'acheter des voitures. Le financement des véhicules neufs, déjà. Et puis ensuite, effectivement, il y a une partie, alors c'est pas majeur, mais d'analyse crédit pour mesurer le risque lié à ces... Même si le risque est assez diffus, puisque je pense que le plus grand client d'ALD, c'est moins de 1% de la flotte, et ce sont des grandes entreprises. Et cette opération, donc effectivement, c'est un métier qui est réalisé par des banques. Aussi, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont bien évidemment au sein des constructeurs automobiles eux-mêmes. C'est assez logique. Dans des constructeurs, en fait, c'est les deux facettes importantes. C'est un, les achats, et deux, le financement. Donc c'est logique que ce soit partagé entre eux. Et cet exemple de fusion, alors les méga fusions en général, je m'en méfie, mais là, nous avons applaudi des deux mains. Le dossier LD, on le connaît un tout petit peu, puisqu'on est actionnaire depuis l'entrée en bourse. On n'a pas vendu un titre depuis et on avait acheté 20% de ce qui était placé en bourse. Donc c'est vraiment une position forte chez nous. On n'y a pas touché, j'ai plus l'année de cotation, mais ça fait maintenant plusieurs années. On est évidemment en contact très proche avec le management. Et à chaque fois qu'on les a vus, parce qu'il y a tout un tas de rumeurs, de rachats, etc., à des fonds de private equity. Et les fonds de private equity, ce sont des gens souvent très intelligents qui vendent très cher. Et on a toujours dit au management, on n'est pas opposé à une opération, mais de grâce, faites attention au prix. Parce que si c'est grandir pour grandir, ça ne nous intéresse pas. Et il faut vraiment... Vous êtes en plus très très mal valorisé en bourse. ALD, j'adore cette société, personne n'aime bien. C'est parce qu'il n'y a pas une croissance à 2 chiffres. Ben non, mais il y a une croissance régulière année après année. Et il y a 7% de rendement. Alors ça fait sourire tout le monde, mais 7% de rendement quand les taux sont négatifs, c'est magique dans un business qui est très solide. Et là, ils font cette opération qui leur permet en gros de doubler de taille. C'était à peu près la même taille en termes de flotte. Le prix est tout à fait convenable puisque c'est en gros les multiples qui sont appliqués par le marché ALD qui sont des multiples vraiment raisonnables. C'est 9 fois les bénéfices. C'est pas pour une société qui croît, c'est quand même pas cher du tout. Il y a une partie d'augmentation de capital et ensuite des synergies qui sont très clairement identifiées puisque c'est les achats. Et quand on achète 2 fois plus de véhicules, on a de meilleures conditions. C'est pas très compliqué. Ça c'est clair, ça c'est clair. Comprendre. Non, mais et ensuite c'est du back-office, ce qui est compliqué à gérer, mais du back-office, il y a vraiment des économies à faire. Et puis le dernier point, c'est très malin, on a passé du temps sur l'ISPLAN, c'est que en termes de coûts, c'est beaucoup moins efficace que ALD. Et sans entrer trop dans les détails... Le néerlandais, tu veux dire? Le néerlandais. D'accord. C'est 56% de cost income, ce qui est le ratio dans toutes les boîtes financières, alors que ALD est à 48%. Donc ils ne vont pas faire converger ça en 2 ans, mais il y a vraiment de la place. Donc c'est une magnifique opération qu'on
qu'on soutient. Que tu as applaudi dès demain, mais quand tu regardes la valo de l'ensemble, là, ALD, par rapport à Société Générale, ça commence à devenir important. Ah, ça commence à devenir important. Donc moi, ça me. Et d'ailleurs, mais plus que ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est quelque chose. Société Générale, à côté ALD, essentiellement pour montrer la valeur de cette société, enfin pépite, j'exagère peut-être un petit peu, mais cachée. Et Société Générale, de manière assez habile, n'a coté que 20% des titres. Donc garde 80% de cette filiale. Tu sais à quoi ça me fait furieusement penser furieusement penser à Atos et Worldline. Donc Atos qui a coté sa filiale de paiement Worldline, c'était à l'époque de Thierry Breton. Atos est au CAC 40, cotant cette petite filiale de paiement, filiale de paiement qui, elle, aujourd'hui est au CAC 40, quand Atos s'est complètement effondré. Donc il y a quand même là des, mouvements. L'opération à un moment où les sociétés sont en pleine forme, ça c'est un peu l'effet d'aubaine, c'est que dans le business model économique, il y a la revente des véhicules, une fois que le contrat typiquement de 4 ans est à terme. Et avec les problèmes de fabrication automobile que l'on connaît depuis un an, le marché de l'occasion a explosé. Et donc, en plus, de manière un peu opportuniste, aujourd'hui, c'est des sociétés qui gagnent énormément d'argent. Julie, tu as regardé ça? Moi, j'étais fasciné parce que tu lis après des papiers donc autour de Frédéric Oudéa. C'est plus son talent de grand banquier, en fait, qui est salué. C'est sa capacité à sortir de la banque, finalement. Donc voilà, je trouve ça très, très intéressant. Je ne sais pas, Nicolas, si tu as regardé ça d'une manière générale. Oui, alors... je notais aussi, là, je voyais la bataille des grands armateurs et MSC qui veut racheter Alitalia, tu vois. Les gars, ils font des bateaux quand même. Ils veulent racheter Alitalia. On comprend la logique, c'est pareil, c'est passionnant. On est sur des notions peut-être aussi des notions de cycle, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui se diversifient, les business connexes, et puis il y a un mois, ensemble, on discutait du morcellement de GE, qui était à la fin de sa diversification, puisque c'était un groupe qui avait je ne sais pas combien de métiers, mais qui finalement vendait... secteur par secteur pour avoir des champions dans leur secteur qui allaient se concentrer. Donc il y a des phases de boîte où on est capable d'intégrer des business et on est capable de s'étendre, et puis il y a des phases où il faut se recentrer pour devenir bon sur son cœur de métier, et à ce moment-là on se sépare. Donc c'est des cycles. On l'a oublié, mais General Electric, c'était CNN à un moment. Voilà. Et c'était une grosse banque à un moment aussi. Et c'était une grosse banque. Mais je crois que c'était à travers la banque, d'ailleurs, qu'ils étaient CNN. Bon, Julie, un commentaire particulier là-dessus Non, je rejoins tout ce qui a été dit. C'est vrai que c'est une très belle opération et c'est intéressant. Il y a un lien, évidemment, puisque, comme on le disait, les banques ont toute cette activité de leasing automobile. Là, ils en font un pilier stratégique de leur développement. Ça tombe bien, c'est conforme à leur raison d'être. Oui, mais toi, dans ton sujet de communication d'entreprise et d'accompagner leur communication, ça va devenir de plus en plus compliqué, quoi. Quand tu as le premier armateur du monde, MSC, qui devient une compagnie aérienne... C'est intéressant. Je comprends que ce soit intéressant. C'est passionnant. Mais on est là sur des mouvements, bon voilà, tous sans tort. Merci, chers amis, pour cette émission à nouveau passionnante. Et on se retrouve demain pour continuer cette discussion. On n'a pas parlé de Valérie Pécresse, donc demain peut-être qu'on aura le temps de parler de Valérie Pécresse, mais je ne suis pas sûr. La semaine prochaine. On se retrouve demain.